Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là, de nous suivre, à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à vous. Vous pouvez évidemment nous suivre aussi sur toutes les plateformes audio, partout où vous aimez télécharger vos balados préférés, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon. Vous allez nous trouver. Donc, allez vous abonner, suivez-nous, partagez les épisodes. Et un grand merci encore une fois. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va bien. On avait promis aux personnes qui nous écoutent que nous allions recevoir les divers aspirants chefs du Parti libéral du Québec. On avait commencé cette série avec Frédéric Beauchemin, puis s'en est suivi Charles Milliard. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Marc Bélanger. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir avec vous. C'est un plaisir et merci d'avoir pris le temps. Je sais que tout le monde est occupé, hein? Tout le monde, on a nos affaires. Donc, le fait de partir en plein milieu de la journée pour venir à Brossard, de 2 montagnes en plus, pour faire le balado, c'est très apprécié. Je veux commencer, puis je veux peut-être mettre le doigt sur l'éléphant dans la chambre, puis on va le faire, puis on va le mettre de côté, puis on va avancer dans d'autres choses. Et je le dis simplement parce que je sais que tu l'écoutes aussi dans les médias, partout, là, tu sais. On parle de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, puis on mentionne les noms de candidats, tu sais, Pablo Rodriguez, Denis Coderre, Fred Beauchemin, qui est un élu. Puis là, tout à coup, quand ils arrivent à la fin, ils disent, puis il y a un autre, tu sais, le nom m'échappe, puis, tu sais, il y a aussi un autre que, tu sais, on sait pas le nom. Il y a aussi un autre inconnu. Quand tu entends ça, quand tu écoutes ça à la télévision, à la radio, ton réflexe, c'est quoi? Comment est-ce que... c'est quoi ta réponse sur cette étiquette-là de l'inconnu ou l'autre, là, tu sais, puis il y a un autre, là, tu sais, on le connaît pas trop. C'est immédiatement, qu'est-ce que tu veux répondre à ces gens-là? À la première des choses, ce qui est important, là, c'est le 14 juin. C'est qu'il faut que les gens me connaissent le 14 juin. C'est ça. Quand ils vont arriver pour faire le vote. Vous savez, moi, je me suis présenté en 2000 dans le comté de Matapédia-Matane. Puis les gens au Parti libéral, les personnes qui me voyaient, il y a personne qui avait entendu parler de moi. Les gens, ils m'ignoraient. Le parti même pas a fait aucun effort. Puis j'ai passé à 276 votes de gagner. Donc, moi, aujourd'hui, que les médias m'ignorent jusqu'à un certain point, ça n'a pas d'importance pour moi. Je vais me faire connaître. Puis les gens prendront leur décision le 14 juin. Alors, nos auditeurs, et ils vont reconnaître mon ami George, toujours la première question qui est toujours un peu plus... Non, mais je voulais quand même le mentionner parce que à chaque fois que les médias parlent de la course au leadership, tu sais, au pire, là, faites vos devoirs, ayez les noms devant vous, puis dites les noms, puis tu sais, les étiquettes, là, puis il y a un autre, là, tu sais, on sait pas trop c'est qui... Guys, come on, faites votre job, mettez les noms, lisez les noms, c'est une course à la chefferie, puis that's it. Alors justement, aujourd'hui, on est là pour ça, on va discuter avec Marc Bélanger, on veut savoir qui est Marc Bélanger dans le fond. Dans le fond, on veut tout savoir, Marc. Alors, t'es originaire de où? C'est quoi ton parcours? Bref, dis-nous un petit peu, parle-nous un petit peu de toi, là. Ben, ça va me faire plaisir, puis merci de me donner l'opportunité. Il y a un parcours politique qu'on parlera dans un deuxième temps, mais je vais commencer par parler de ma vie personnelle. Moi, je suis originaire de Matane. Je suis né à Matane, j'ai grandi en Gaspésie. Moi, je viens d'une famille de 5 garçons. J'ai fait du sport, j'ai fait beaucoup de hockey quand j'étais jeune. D'ailleurs, je joue encore 4 fois par semaine au hockey. Oh, wow. C'est encore... J'ai 54 ans, je joue avec des jeunes de 20, 21, 22, mais je suis encore capable de me débrouiller. J'ai fait du patin de vitesse quand j'étais jeune. J'ai fait des compétitions à l'international. D'ailleurs, ma carrière en patin de vitesse s'est arrêtée à Saint-Paul-Minneapolis, au Minnesota. Je me suis blessé, puis j'ai jamais repris le patin de vitesse. J'ai fait mon cégep à Québec, au campus Notre-Dame de Foix. Après ça, j'ai fait mon cours de droit à Ottawa. Je suis allé faire une maîtrise en droit international européen à Toulouse, en France. Oh. Puis je suis revenu faire une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke.
Ensuite de ça, ben, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la fiscalité internationale. Ça fait que j'ai travaillé 18 ans dans des bureaux, des grands cabinets comptables. Et ensuite de ça, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats pendant 8 ans, un grand cabinet de Montréal, encore en fiscalité internationale. Fait que ce que j'ai fait, c'est que la fiscalité internationale, là, je suis un spécialiste de commerce international. J'aide les entreprises, les PME, surtout les PME. Moi, je suis vraiment un spécialiste de la PME et je les aide à percer le marché à l'international. Dans les débuts de ma carrière, c'était surtout aux États-Unis. Mais au fil du temps, ben, il y a une diversification des marchés. Et là, j'aide les entreprises en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Donc, je donne beaucoup de conférences. C'est drôle, les gens disent que je suis pas connu, c'est vrai, du grand public de façon générale, mais dans mon domaine d'expertise, c'est sûr que j'ai une grande notoriété là, par rapport à ce que je fais. D'ailleurs, j'ai encore donné une conférence la semaine passée lors du Gala des Mercadors à Lévis sur, ça c'est un sujet quand même assez intéressant, sur les communautés culturelles dans le commerce international. On pourra en reparler. Oui. Les diasporas. Oui, c'est ça, les diasporas, l'utilisation des diasporas au Québec qui peuvent servir les entreprises qui s'en vont à l'international. Fait que je suis un gars, la chose importante au niveau de mes deux grandes passions, là, moi, ma première grande passion, c'est mes enfants. J'ai 2 enfants, un de 21 et un de 23 ans. Ont-ils bien viré ou mal viré? Les deux ont fait leur cours, ils sont étudiants en droit. Mon plus vieux a fini, il a fait son barreau, il a fait son stage. J'ai parti mon propre cabinet, puis il a fait son stage avec moi cette année, au début de l'année, puis il est maintenant avocat. Puis mon plus jeune est à l'Université de Montréal en droit aussi. Alors, les pommes ne tombent pas très loin de l'arbre. C'est ça que je vois. Alors ça, c'est ta première grande passion, c'est tes enfants. Alors, ta deuxième grande passion? Ma deuxième grande passion, là, c'est l'international. Moi, je suis un amoureux de l'international. J'ai découvert l'international quand je suis allé en Europe. Quand j'ai étudié à Toulouse, j'avais, dans ma classe, on était 65 étudiants. Il y en avait plus de la moitié qui étaient de différents pays à travers le monde. Il y avait des gens de l'Amérique du Sud, de l'Afrique. Et je me suis dit, ça, l'international, ça m'intéresse énormément. Puis je trouvais le contact, la découverte de la culture. Fait que c'est pour ça que j'ai travaillé en fiscalité internationale, parce que à Montréal, c'était une des façons de travailler en contact avec les différents pays à travers le monde. Et cette passion-là, je l'ai transmise à mes enfants. Moi, j'ai eu la chance, mon père a payé mes études, puis j'ai dit à mes enfants, je vais vous payer vos études, mais je vais vous donner quelque chose de plus, je vais vous faire découvrir le monde. Fait que j'ai fait... moi, j'ai voyagé dans plus de 70 pays dans le monde, puis avec mes enfants, on est allé voyager ensemble, mais pas on a fait du camping dans beaucoup de pays, au Kazakhstan, en Mongolie. Wow. Parce que le camping, il y a quelque chose d'intéressant, là, c'est la proximité. Moi, je trouvais ça important avec les enfants, mais j'ai voulu ouvrir l'esprit de mes enfants au monde, leur faire découvrir des cultures. Et moi, mes enfants parlent 4 langues. Ils parlent le français, l'anglais, l'espagnol, puis le portugais. Puis là, ils commencent à continuer à apprendre d'autres langues parce que le monde s'internationalise, puis c'est important. C'est extrêmement important, puis on va en parler, mais ça a aussi un impact sur ma vision de comment devrait être le Québec de demain. Intéressant. Alors justement, on va faire le pont avec ça. Tes premières implications politiques, parle-en nous. Comment tu t'es impliqué la première fois et pourquoi? Et ça, c'est le côté comique quand les gens disent c'est quelqu'un qui sort de nulle part. Mais c'est parce que les gens, on l'a vu dans les derniers sondages, les gens se disaient comment ça se fait que Bélanger est connu, puis il y a des appuis. C'est parce que j'ai eu un long parcours au cours des années à l'intérieur des organisations politiques. Naturellement, au début, ça a commencé avec le Parti libéral du Canada. Moi, comment tout a commencé, là, c'est que moi, je rêvais naturellement, je veux travailler à aider les entreprises. Puis je voyais la Gaspésie, puis je me disais, il y a tellement de choses à faire parce que c'est une région qui est un peu défavorisée au niveau économique. Et j'étais assis devant ma télévision
Et j'ai vu un de mes amis de Carleton qui disait c'est important que les jeunes, là, moi j'avais 30 ans, il a dit c'est important que les jeunes de la région se prennent en main pour essayer de sauver notre région. Il faut avoir une implication. Et en réalité, ce qui est arrivé, là, c'est que j'ai regardé ça puis je me disais pourquoi je m'en vais pas aider la région. Puis je me suis levé debout, je suis allé voir ma conjointe, puis je lui ai dit moi là, je retourne en Gaspésie. Je m'en vais aider les gens, puis je vais me présenter en politique. Fait que j'ai appelé mon père, je lui ai dit père, je m'en vais me présenter. Puis c'était le Parti libéral, je voulais le faire au niveau fédéral. Et mon père, il n'a pas cru au début. Il a dit tu fais là, tu as une super bonne job. Puis mon père, c'est quelqu'un qui était très impliqué à Matane, dans la collectivité. Puis à un moment donné, je lui ai dit regarde, j'ai dit tu me feras pas changer d'idée, là, j'y vais. Puis là, tout le monde me disait hey, ça va être difficile. Je me présentais contre le président de l'association qui était tout le temps là. Puis les gens ont dit il y a un gars de Montréal qui s'en vient contre le président, que ça fait 20 ou 40 ans qu'il est là. Et t'es pas un gars de Montréal à la base. Là, non, je n'étais pas un gars de Montréal, sauf que il me disait, quelqu'un qui est à Montréal, de faire une investiture dans un comté contre le président, que ça fait une quarantaine d'années qui est sur le terrain. Et là, à toutes les fins de semaine, je faisais 1500 km pour partir de Montréal, aller vendre des cartes. C'était pas comme aujourd'hui là, avec l'Internet et tout. Là, c'était vraiment, on faisait la vente de cartes à 5 $, puis il fallait aller livrer les coupons, puis les faire signer, ramasser les... Et l'investiture, là, c'est une investiture qu'on a faite, il y avait 4000 membres. 4000 membres dans le comté de Matane, c'était incroyable. Puis, en tout cas, il y a eu toute une histoire par rapport à l'investiture, et finalement, j'ai gagné l'investiture par 76 votes. Et sur 4000 membres. Donc, ça a été une grosse investiture. D'après moi, dans le comté de Matane, je suis pas sûr qu'un jour, on va revoir autant de membres. Fait que encore une fois, là, la notion de vente de cartes de membres, c'est quelque chose que je connais. J'en ai vendu avec nécessairement une super bonne équipe. Puis après ça, il y a eu la campagne électorale. Et le résultat a fait en sorte, parce que je suis passé tellement proche, puis le parti ne m'ont pas vu. Puis cette année-là, en 2000, les libéraux, les bloquistes avaient gagné par 48 députés, et il y avait eu 47 députés pour le Parti libéral. Ce qui a fait en sorte que là, les gens à Ottawa se sont dit on n'a pas assez proche d'avoir la majorité des députés. Puis là, ils ont regardé dans les comtés, puis ils se sont dit qu'est-ce qu'on a fait dans Matane, puis ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien fait dans Matane. Oui, d'ailleurs, juste pour remettre un peu dans le contexte historique, puis je le trouve quand même très intéressant, puisqu'on parle de l'élection de 2000, c'était quand même la 3e élection de Chrétien à l'époque, Jean Chrétien, et qui dit 2000, c'était 5 ans après le référendum de 95, donc la lutte contre le bloc au Québec, c'était d'un autre niveau encore aujourd'hui, en tout cas au niveau symbolique, qu'il fallait essayer d'avoir le plus grand nombre de députés et peut-être même le plus grand nombre de votants, là, c'est-à-dire le vote populaire au Québec, parce que c'était des élections quasi référendaires. Ah, c'est effectivement le contexte, là, c'est vrai que c'est une grande déception pour eux autres. Et là, ce que ça a fait, c'est que les gens... Bon, naturellement, ils se sont dit, c'est qui ce jeune-là qui a 30 ans, qui travaille à Montréal et qui a décidé de se présenter en Gaspésie. Et là, naturellement, l'équipe de Paul Martin, ils ont dit, nous autres, on aimerait savoir Bélanger. Et là, naturellement, moi, dans le temps, Paul Martin, tout le monde embarquait dans son équipe, parce que c'était sûr qu'elle allait gagner. Et moi, ce que j'ai fait quelque chose de complètement différent des autres. J'ai dit à M. Martin, j'ai dit, je dois savoir ce que vous pensez du développement régional. Et là, M. Martin m'a regardé en voulant dire, tu es probablement le premier qui me demande quelque chose là, par rapport pour avoir l'adhésion. Puis là, j'ai bien vu que ça l'embêtait un peu, parce que de parler de développement régional, puis je parle de développement régional, mais c'est plutôt la lutte aux disparités régionales. Fait que j'ai dit à M. Martin, je vais vous écrire un texte sur le développement régional, sur la lutte aux disparités régionales. Puis si vous êtes d'accord avec mon texte, je vais embarquer dans votre équipe. Et finalement, j'ai écrit le texte. Je m'en voulais parce que j'ai dit, c'est bien moi, ça, de m'embarquer dans un méchant projet. Puis là, j'étais un peu nerveux parce que tu dis, je vais donner un document au futur premier ministre, comment il va réagir. Finalement, j'ai fait un texte de 26 pages avec plein d'idées sur le développement régional, ma vision. Et je lui ai donné à M. Martin. M. Martin m'a dit, je suis entièrement d'accord, je trouve ça très bon, c'était excellent. Puis là, je dis, ouais, mais c'est facile de me dire ça.
personnellement. Puis j'ai dit, ça vous tente-tu de venir le dire à Matane? Puis là, il me regarde, puis j'ai dit non, j'ai dit venez le dire publiquement dans les médias. Puis M. Martin est venu à Matane, il y a eu une rencontre, il y avait une 50aine de maires, c'est des petites municipalités, il y a eu une rencontre, et M. Martin a dit, bon, le document sur le développement régional. Et il y a quelqu'un de la campagne qui a dit, Marc, à travers le Canada, tu es à peu près un des seuls qui a obtenu quelque chose de M. Martin en échange de son adhésion. Ouais. Alors, juste pour remettre aussi un petit peu en contexte, c'était M. Martin qui souhaitait succéder à M. Chrétien à la tête du Parti libéral du Canada et comme premier ministre. Exactement. À une époque où M. Martin avait fait une espèce de... d'alliance avec les nationalistes du Parti libéral du Canada. Hein, l'époque des Jean Lapierre, de ce monde, etc. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Mais brièvement, parce qu'on a bien des affaires à discuter. Oui, ben c'est sûr qu'au Parti libéral du Canada, il y avait des frictions. Dans ce temps-là, puis je pense pas que... Je veux pas nécessairement revenir sur le passé, mais effectivement, moi, je faisais partie beaucoup plus du groupe nationaliste à l'intérieur du Parti libéral du Canada. Mais, si vous me permettez, juste pour mentionner que suite à ça, ben, naturellement, j'ai embarqué sur le conseil de direction du parti. Et là, j'ai été impliqué dans des courses au leadership avec Michael Inesieff. Ensuite de ça, ben, mon saut, c'est... Là, on va s'en aller vers le provincial par la suite. Mais j'ai été beaucoup impliqué. J'ai été président de la commission politique au niveau fédéral. Moi, j'étais un gars de contenu. J'aime le contenu. J'aime amener les idées. Je veux qu'on les développe. Je veux qu'on les propulse. Fait que j'ai eu beaucoup de présence au niveau du Parti libéral du Canada. Et au niveau du PLQ, donc, comment ça s'est passé? C'est où que cette porte-là est ouverte? Puis vous avez dit que je m'en vais au provincial. Ben, à la base, moi, je connaissais Marois Risky. Mm-hmm. Je connais Marois parce que Marois est en fiscalité internationale, puis je la connais bien. Je l'ai connu au fédéral, mais je la connais aussi dans le milieu dans lequel je suis. Et je savais qu'il y avait un leadership qui s'en venait. Et j'ai appelé Marois. Je lui ai dit, Marois, si tu te présentes au leadership, ça va me faire plaisir de t'aider. Parce que j'avais quand même de l'expérience. J'avais travaillé sur la campagne de Paul Martin, j'avais travaillé sur la campagne de Michael Inesieff. Et après des discussions, Marois a pris la décision de ne pas se présenter. Mais puis en même temps qu'elle a pris cette décision-là, ben, il y a Alexandre Cusson qui s'est présenté, puis Marois a décidé d'appuyer Alexandre. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai dit, je vais discuter avec Alexandre. Puis je voyais cet aspect régional dans le discours d'Alexandre, puis j'ai décidé d'embarquer. Et donc, j'ai été un conseiller stratégique. J'ai travaillé à l'élaboration de la plateforme. Fait que ça a été mon premier vrai grand saut en politique provinciale. C'est sûr que Alexandre, la campagne, malheureusement, avec la question du COVID, bon, il a été obligé un peu de se retirer de la campagne. Fait que ça s'est pas rendu où on aurait aimé que ça se rende. Mais ça a été le début de mon implication au provincial. Mais je dois vous mentionner aussi quelque chose. C'est que moi, là, j'ai vécu ou j'ai grandi à l'intérieur, ou politiquement à l'intérieur du Parti libéral du Canada. Et avec le temps, je me suis aperçu que la vraie défense du Québec, elle ne se fait pas au fédéral. Il faut qu'elle se fasse au Québec. Toute la question de la langue, toute la question de l'enrichissement du Québec, ça se fait au Québec. Et ça, je l'ai réalisé parce que quand j'ai fait la campagne, ça, les gens vont le découvrir. Là. Quand j'ai fait la campagne de Michael Inesieff, en même temps, je travaillais sur la commission politique au niveau... puis j'ai travaillé sur la résolution sur la nation, la reconnaissance de la nation québécoise. Et j'ai trouvé ça extrêmement difficile de voir comment il y avait une différence entre ce que le reste du Canada peut penser et ce que les gens pensent au Québec. Et je vais faire attention à ce que je vais dire, mais les députés du Parti libéral du Canada ils jonglent avec un équilibre. L'équilibre, c'est qu'ils doivent vendre le Québec au reste du Canada, mais ils sont conscients aussi de l'impact
que ça peut avoir s'il y a un refus du reste du Canada. Et je trouve que ça ne permet pas d'aller jusqu'au bout au niveau des convictions. Tandis qu'au Québec, on est complètement libéré de cette portion-là. Et c'est cette portion-là qui, moi, m'intéresse puis m'interpelle parce que je pense que les débats, le combat qu'on doit faire au Québec, c'est un combat qui est important, puis c'est un combat pour le futur. Et je dois dire que ma place est vraiment au Québec. Je trouve ça très intéressant de parler avec des gens ou des militants ou même des personnes nouvellement élues qui sont venus après 2018. Et parce que ça, c'est l'époque où le Parti libéral du Québec, on le sait tous, a connu une baisse significative, un désintérêt on appelle ça un naufrage. Ouais, c'est ça. Je voulais garder mes mots, mais bon, un naufrage, bon, c'est ça. Et les gens qui sont rentrés, par exemple, ou qui se sont impliqués à cette époque-là, j'aime toujours piquer leur curiosité pour voir comment ils voyaient les choses. Donc, toi, tu viens, tu rentres, il y a la course au leadership, bon, ils se retirent, mais là, le parti, il plonge encore plus. Donc, toi, de ton côté, comme, on va dire, entre guillemets, un nouveau venu au PLQ, tu vois ça comment? Bien, je pense que, moi, d'abord et avant tout, là, je pense que le mot nationaliste a été sali par le Parti québécois puis par la CAQ. Aujourd'hui, quand on utilise le mot que je suis nationaliste, il y a des gens au Parti libéral qui sursautent puis ont l'impression qu'il y a quelque chose de mauvais dans cette notion de nationaliste-là. Puis ça me rappelle, dans le temps, quand j'étais plus jeune, on avait la Saint-Jean. On avait l'impression que les fédéralistes, on n'avait pas le droit de participer à Saint-Jean parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir un drapeau du Québec parce que les souverainistes avaient pris le contrôle de la fête de la Saint-Jean. Et là, nous autres, les fédéralistes, il fallait attendre une semaine pour pouvoir fêter. Parce que moi, j'ai jamais été en accord avec ça parce que c'est pas parce qu'on est fédéraliste qu'on n'a pas le droit d'être un nationaliste aussi. Donc, heureusement, la fête de la Saint-Jean, ça l'a changé. Et là, les gens embarquent sur la fête à tous les niveaux. Mais je pense que cette notion de nationalisme, ils refont la même chose. Et là, nous autres, il faut se réapproprier ce terme-là. Puis dire que ça appartient à tous les Québécois. Et je vais vous dire, la problématique du Parti libéral actuellement, c'est d'affirmer ce nationalisme-là. Et là, on a embarqué avec la question de la Constitution. Il y a des gens qui sont arrivés et ont dit, ben moi, nous autres, on pense que on va envoyer un message, on va embarquer sur cette notion de Constitution du Québec pour faire ressortir un nationalisme. Et moi, je suis un gars de terrain. Je suis un gars de terrain qui croit que c'est pas par des concepts que tu montes ton nationalisme, c'est dans comment tu agis dans le quotidien. Puis je vais vous donner l'exemple de la CAQ. La CAQ tente de faire ressortir un nationalisme. Mais, d'un autre côté, quand ils arrivent au niveau économique avec Norvolt, là, ils s'en vont investir dans une société étrangère des milliards de dollars quand ils pourraient investir dans des sociétés québécoises qui feraient de l'exportation puis qui généreraient des profits. Puis que s'il y a une plus-value dans le futur, ça ne sera pas la réussite de Norvolt, si un jour, qui n'arrivera pas d'ailleurs, mais si la réussite de Norvolt serait j'essaie de le dire dans le futur, je ne suis même pas capable de trouver un terme qui signifie vraiment je ne crois pas au projet Norvolt, puis actuellement on est en train de le voir, là. Mais s'il y avait eu un succès dans Norvolt, ben, ça aurait été un succès étranger. Et moi, là, de voir le Québec investir dans une société étrangère, se battre maintenant pour essayer la survie d'une société étrangère quand on a plein d'entreprises au Québec qui ont des problèmes financiers à pouvoir percer à l'international puis générer des profits, je trouve que ça, là, c'est un exemple flagrant d'un non-nationalisme. Ouais. Ça, là, puis je pense que le Parti libéral, la bataille qu'il devrait faire, c'est bien plus de montrer le nationalisme dans les gestes, au niveau économique, et c'est là-dessus qu'on va ressortir gagnant à long terme.
Vous avez mentionné la Constitution et l'effort qui est fait par la commission politique au PLQ. Vous en pensez quoi? Vous semblez un peu incertain, donc je pose la question. Ben, à la base, là, moi, je suis pas contre une Constitution québécoise. Mais dans le fond, ce que vous dites, c'est, si j'ai bien compris, c'est que la Constitution, c'est pas ça qui va mettre l'étampe que le parti est nationaliste, c'est ça ou? Si vous me demandez si à la prochaine campagne électorale, je vais partir à la guerre avec cette Constitution du Québec, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est important, on peut en discuter, mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va se faire élire aux prochaines élections. Ouais. C'est un plan de développement. Il faut amener les gens à dire demain, va-t-il être meilleur qu'aujourd'hui? Et c'est ça la mission qu'on doit avoir. La Constitution, c'est un élément, puis il y a plusieurs éléments qui sont dans la Constitution. Là, je ne veux pas nécessairement prendre beaucoup de mon temps à parler de la Constitution parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui sont plus importants. Et je ne dis pas que ce n'est pas important. Ça, c'est clair. Mais c'est un élément en périphérie. Ouais. C'est pas le plat principal. On a souvent parlé de ça avec Salim en passant, tu sais, c'est l'intellectuel versus le tangible. Puis on se demandait surtout, tu sais, le parti, c'est bien d'avoir cet aspect-là de gens intellectuels qui veulent écrire, mais en réalité, on a besoin d'aller cogner les portes et voir, tu sais, le Québécois moyen. Qu'est-ce qu'il met sur la table? Qu'est-ce qu'il amène dans la maison? Est-ce que ses enfants vont à l'école? Comment ça se passe? C'est le plus tangible que monsieur, madame, tout le monde peuvent avoir une certaine connexion avec. Mais avant de revenir vers Marc là-dessus, justement, on ne parlera pas beaucoup de Constitution, puis c'est pas le but. Mais on a souvent reproché, dans les dernières années, notamment depuis la fin des années Couillard, là, jusqu'à aujourd'hui, on reproche au Québec... au Parti libéral du Québec de ne pas être suffisamment nationaliste, pas dans le sens du petit Robert, là, de qu'est-ce que ça veut dire le nationaliste, mais on avait toujours l'impression que le PLQ ne défendait pas nécessairement l'identité québécoise, la culture, la langue, etc., parce que il se concentrait beaucoup sur les vraies affaires. J'ai toujours trouvé ça personnellement très injuste, étant donné que j'ai milité dans ce parti-là et donc que je connais bien. Mais je peux comprendre, par contre, la perception qui a pu découler de ça. Et est-ce que tu ne penses pas, Marc, que d'arriver avec un projet de constitution qui, oui, n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire ce n'est pas ça ne va pas être l'arme ultime avec laquelle on va dans une guerre électorale, on s'entend. Mais qui est un début de réponse à des questions pour lesquelles le PLQ a toujours eu beaucoup de misère. Dans l'affirmation nationale. T'sais. Est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait être un élément intéressant, qui n'est peut-être pas central dans une stratégie électorale, mais qui est quand même un plus? Écoutez, moi, là, il n'y a personne, le 14 juin, il n'y a personne qui va douter que je suis un nationaliste. Et moi, je n'ai pas besoin d'avoir la Constitution pour vendre le fait que je suis un nationaliste. Parce que le nationalisme, mon nationalisme, c'est celui qui fait en sorte qu'on n'investisse pas dans du Norvolt. C'est le fait qu'on regarde les sociétés étrangères qui détiennent des droits dans les mines, l'exploitation qu'on envoie des produits, la matière première, on l'envoie à l'étranger pour la faire transformer, puis après ça, on la ramène au Canada. Ça, c'est inacceptable. La protection de notre eau, le fait qu'on a des bateaux qui viennent de l'étranger, des bateaux-usines qui viennent pêcher nos poissons, puis ils repartent à l'étranger avec peu de retombées pour le Québec. Ça, c'est des choses qui vont démontrer mon nationalisme, puis le nationalisme du Parti libéral. Ça fait que j'entends la question, puis encore une fois, je dis pas que c'est un exercice qui n'est pas nécessaire, la question de la Constitution, mais à mes yeux, c'est pas comme ça qu'on gagne le cœur des Québécois. Puis je vais vous donner un exemple. Quand moi, je me suis présenté en 2000, j'avais les Patriotes. Les Patriotes, là, ils ont fait une annonce comme quoi ils allaient dénoncer
il voulait dénoncer l'inaction du Parti libéral du Canada dans les régions. Fait que moi, le Parti libéral m'ont dit « Va pas là, tu peux pas assister à ça, c'est un paquet de troubles, etc. etc. » Moi, jamais de la sainte vie que je serais pas allé rencontrer des citoyens puis des regroupements de gens qui veulent faire avancer la cause de leur région. Fait que moi, je suis allé. Puis là, je les rencontre, je discute avec eux autres. Puis là, ils sont surpris de me voir là. Puis là, on a échangé. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de la discussion qu'on a eue, mais 3 semaines plus tard, ils sortaient dans les médias pour dire « Nous, on appuie Marc Bélanger. » Fait que ça a été un virement complet. Je suis rentré dans une usine. Les libéraux, là, historiquement, dans le passé, je me souviens, les gens rentraient dans les usines, ils allaient chercher leur chèque avec le propriétaire, puis après ça, ils faisaient le tour avec les propriétaires des usines. J'ai dit, c'est mal comprendre que quand tu te promènes avec le propriétaire puis que tu as tes employés qui sont là, puis ils se disent, ben c'est ça, regarde le libéral, il se promène avec le patron, puis là, il est du côté du patron, etc. Ben moi, ce que je faisais, là, je rencontrais les syndicats, puis je parlais avec eux autres, puis tu sais, je faisais le tour. Puis il y a un syndicat à Matane, dans une des grandes usines, qui a dit, on appuie Marc Bélanger. Fait que c'est le contact avec les gens, puis c'est de même qu'on regagne la relation avec la population. Alors écoute, je t'écoute avec attention, puis j'ai beaucoup d'intérêt dans ce que tu dis, parce que je suis moi aussi de cette école où le nationalisme, d'une certaine manière, c'est le nationalisme de la réussite collective, celle où tout le monde est représenté, toutes les régions, les citoyens, etc., au plus possible. Évidemment, c'est un idéal, on s'entend, mais c'est vers ça qu'on travaille. Il se trouve, voilà, on vit au Québec et la préoccupation identitaire. Puis là, je ne parle pas de la réussite collective ou économique et sociale, mais la préoccupation identitaire, elle est là, elle existe. On est une minorité de francophones en Amérique du Nord, c'est pas un secret pour personne. Évidemment, il y a la question qu'on est entouré, évidemment, d'une marée d'anglophones, puis j'ai pas de problème avec ça, je suis moi-même bilingue et fier de l'être. Comment dire, on vit dans un contexte international, on y reviendra à l'international, tu aimes beaucoup parler de ça, mais on vit dans un contexte international aussi de mobilité des gens, des travailleurs, de l'immigration, etc. Et donc, c'est un petit peu normal d'avoir une préoccupation. Cette préoccupation, elle n'est pas grave, elle n'est pas maladive, mais la préoccupation existentielle, elle sera toujours là au Québec. Le PLQ répond peut-être aux questions, tu sais, les vraies affaires, comme disait Philippe Couillard, là, tu sais, sur les questions d'économie, de réussite, etc. Parce qu'on se dit, ben, si on réussit économiquement, ben, forcément, le français va rester là pour 400 autres années, là, tu sais. Oui, c'est vrai, mais concrètement, dans cette préoccupation que peuvent avoir les Québécois, une préoccupation, selon moi, légitime, c'est quoi le bout que le PLQ devrait faire? Une préoccupation identitaire qui est autre que économique. C'est vraiment langue, culture, le nous, de qu'est-ce qu'on est et comment on s'affirme. C'est quoi, comment t'aborderais ça, toi? C'est une excellente question. Et il faut comprendre une chose, puis je veux juste mettre en contexte. Moi, je suis quelqu'un des régions, mais je suis quelqu'un qui a passé 25 ans de sa vie professionnelle à Montréal. Puis en plus, je travaille à l'international. Fait que s'il y a quelqu'un qui est capable de jouer sur tous les tableaux, en réalité, là, j'ai ma réalité régionale, puis j'ai été présent, puis j'ai vécu ça, puis je suis ouvert sur le monde, je ne suis pas renfermé, ça fait que c'est un nationaliste d'ouverture. Maintenant, la question, c'est de dire, ben, c'est quoi les mesures qu'on doit prendre pour protéger le français, par exemple? Et ces mesures-là, c'est bon, je comprends que la charte, moi, la Constitution, c'est une chose, puis toute cette notion de protection, il faut avoir des mesures de... C'est pas, on se bat pas, puis ça, je l'ai mentionné, là, on se bat pas contre l'anglais, on se bat pour le français. Et quand je suis allé à une conférence internationale il y a 3 semaines, en Afrique du Sud. Puis on était 1200 spécialistes de commerce international, de fiscalité internationale, et il y avait des gens de 80 pays. Et moi, naturellement,
je me suis amusé à parler avec les gens pour savoir leur perception. Puis je parlais avec un Suisse francophone et je lui disais comment vous abordez la question du français. Et c'est lui, en réalité, qui me disait écoute, nous autres, là, on a les francophones suisses, on a les Allemands suisses, on a les Italiens suisses. L'anglais, c'est une langue de cohésion. C'est une langue qu'on utilise pour être capable de faire avancer nos discussions à l'intérieur du pays. Mais on se bat vraiment pour la préservation du français. Et ici, c'est un peu ce qu'on doit faire. On doit faire des mesures de protection du français, mais pas à l'encontre de l'anglais, puis de se fermer. Je vous dirais que ma vision actuelle, là, je pense qu'on est ceux de notre génération, que je vais utiliser les vieux. Ben, je suis pas vieux. On n'est pas vieux, mais je vais utiliser les vieux. J'ai l'impression qu'on a un discours de vieux ensemble, mais que les jeunes ne sont complètement pas dans ce discours-là. Moi, quand je travaillais dans les bureaux professionnels, puis qu'il y avait des jeunes qui venaient pour se faire engager, puis faire les visites des bureaux pour choisir leur bureau, ils faisaient tout le temps venir les jeunes à mon bureau parce qu'ils voulaient qu'ils écoutent mon discours sur l'international. Puis là, les jeunes étaient tous impressionnés, puis c'est parce que les jeunes rêvent d'international, rêvent de voir le monde, et donc les jeunes ont une vision d'ouverture sur le monde. Et je trouve que le discours identitaire, c'est un discours qui est fermé de renfermement sur nous autres, qui est complètement pas à la place où les jeunes sont. Fait que c'est pour ça que je dis le discours des vieux, mais tu sais, mettons 40 ans et plus, c'est le discours qu'on a actuellement qui n'est pas le bon discours, on n'est pas à la bonne place. Mais il faut comprendre, là, moi, j'ai vécu aussi dans des cabinets où on était 25 autour de la table, il y avait un anglophone et tous les meetings se faisaient en anglais. C'est inacceptable. Inacceptable. Et c'est pas parce que je dis qu'on doit être ouvert sur le monde que je vais pas me battre pour faire en sorte que ce genre de situation-là n'arrive pas. On a de la technologie par ailleurs. Il faut voir comment on va utiliser les nouvelles technologies pour faire en sorte que dans des milieux de travail, on n'oblige pas 24 francophones à parler en anglais parce qu'il y a un anglophone qui est là. Et ça, là, ça va... Les batailles qui vont se faire, là, ça va se faire aussi quand on a un président comme le président d'Air Canada. Pensez-vous que les conseils de direction vont se faire dans une autre langue que l'anglais? C'est certain que les conseils de direction devaient se faire en anglais parce que les gens se disent, ben, si je veux parler puis que le président m'écoute, je vais parler dans sa langue. Puis on est là, puis on dit, ouais, OK, on va faire attention, tu sais, il va apprendre l'anglais. Mais non, ça ne marche pas de même. Comme la gouverneure générale. C'est inadmissible que la gouverneure générale du Canada ne parle pas le français. Et moi, ce que je me suis fait répondre par quelqu'un qui est au gouvernement, je lui ai dit, c'est inadmissible. Il me dit, c'est pas grave, c'est une exception. Pas grave, une exception. Vous avez fait la même affaire au Nouveau-Brunswick. Moi, si j'avais été là, si j'avais été le lieutenant de Justin Trudeau, j'aurais dit à Justin, tu la nommes et je démissionne. Oh! C'était qui le lieutenant de ça? Bon, ben, ça nous fait une question. C'est bon. Mais j'aimerais, puisque vous avez l'expérience aussi, puis j'aimerais avoir un peu votre point de vue. Parlons de commerce international, d'économie, mais surtout de la place du Québec dans tout cet écosystème-là. Et est-ce qu'on est compétitif? Est-ce que le Québec est toujours attrayant pour les investisseurs de venir ici, faire affaire avec nous, échanger? De votre expérience, c'est quoi l'idée que vous avez là-dessus? Bon, si on parle de commerce international, là, il faut comprendre que quand on veut enrichir une société, ben, si on fait des profits à l'extérieur, on a les profits, on ramène les profits au Québec, ça enrichit le Québec. Donc, la meilleure façon d'enrichir le Québec,
c'est de faire en sorte qu'il y a des entreprises du Québec qui s'en vont vendre à l'étranger. On a un petit marché et c'est sûr que quand on a des entreprises, pour être performant puis vendre à l'étranger, il faut avoir une spécialisation. Tu sais, plus qu'on est spécialisé dans un produit, plus qu'on a de chances d'être compétitif sur le marché international. Si on est spécialisé, ben ça fait en sorte que le marché du Québec est trop petit pour nous autres. Donc, par exemple, puis je vois dans plein de petites entreprises ou des moyennes entreprises qui ont des produits spécialisés puis qui ont les... Le problème, quand on a des petites entreprises ou des moyennes entreprises puis qui veulent s'en aller à l'étranger, c'est que leurs produits, il faut augmenter la production. Donc, ça nous prend des plus grandes usines. Et là, si les usines, par exemple, on a à Rivière-du-Loup, moi, je travaille avec des entreprises là, de partout dans la province. Et vous avez, par exemple, des sociétés qui sont là, puis ils disent, bon, ben moi, là, j'ai un produit à Rivière-du-Loup, puis je décide d'ouvrir. Et j'ai besoin de financement. Ils vont à la banque, puis là, ils regardent les actifs de la société, puis là, ils se disent, ben ouais, mais ton usine, même si tu l'agrandis, nous autres, on va être pris avec une usine qui ne vaut pas tellement cher. Donc, c'est difficile d'avoir du financement pour agrandir. L'autre chose, c'est que quand tu veux vendre ton produit à l'international, la personne, aujourd'hui, ils veulent l'avoir le lendemain. Donc, ça te prend des inventaires à l'étranger. Ce qui va faire en sorte que, là, tu es obligé de payer pour avoir de l'inventaire un peu partout à travers le monde. Fait que le gouvernement, c'est pas de... Je demande pas que le gouvernement subventionne, puis on ne doit pas subventionner les compagnies, mais on doit être des partenaires d'affaires puis leur permettre d'avoir accès au capital parce que ces entreprises-là vont être hyper rentables de toute façon. Mais c'est de leur donner une capacité, un accès au financement pour être capable d'aller dans, vous savez, à l'international. Vous savez actuellement, là, puis il y a le fédéral puis le provincial, mais la beauté du provincial en passant, là, versus le fédéral, c'est que quand on est dans un champ de compétences provincial, au fédéral, on n'en parle pas. Mais si c'est un champ de compétences fédéral, puis quand on est au Québec, bien, on peut chialer, on peut parler aux autres premiers ministres, puis de pousser le fédéral à changer la direction. Fait que quand je regarde les subventions ou les aides qui sont faites à l'exportation, aujourd'hui, là, on est dans on a des programmes qui sont ouverts pendant 2-3 semaines, 1 mois, puis après ça, ils referment parce qu'ils n'ont plus de budget. La chose la plus importante pour l'enrichissement, c'est l'international. Pour les PME, ça fait en sorte de ramener des capitaux ici avec les profits. Et là, on a des programmes qui sont bloqués, qui sont bouchés, mais il n'y a pas de logique au niveau commercial. Puis je vais vous conter une autre chose. La semaine passée, j'étais au gala, la journée de l'exportation, puis au gala Mercador. Je suis assis, je donne une conférence et je suis assis à une table VIP j'étais avec c'était à Lévis, là, c'était à la même place que le congrès avait eu lieu, puis j'étais assis avec le maire suppléant là, de Lévis, puis on discutait. Et là, je vois la ministre Biron s'asseoir à la table d'honneur et pendant 1 minute, puis après ça, aller au micro, faire un discours comme quoi c'est super important l'international. Elle revient se rasseoir pendant 1 minute et elle quitte. Elle est restée 15 minutes. Il faut comprendre là, que ce gars-là reconnaissait les entreprises, donnait des prix pour la reconnaissance des entreprises exportatrices. Ce qui est, à mes yeux, la chose la plus importante pour l'enrichissement du Québec. On a une ministre qui vient faire un discours et elle part. Bien, c'est exactement... Si ça avait été des compagnies étrangères, probablement qu'elle aurait pris les photos, les poignées de main, etc. C'est ce qu'ils ont fait de toute façon. La CAQ, ils ne font que ça. Ils aiment ça, d'amener des gens de l'extérieur. Mais quand c'est nos sociétés québécoises qu'on met en valeur, qu'on doit reconnaître, bien, on les ignore. Moi, je trouve ça insultant, ce qui s'est passé là. Si elle n'avait pas, pour des raisons, elle n'avait pas la capacité d'être là, envoyez un autre ministre, envoyez quelqu'un, mais présentez-vous, restez là, puis encouragez les entreprises exportatrices du Québec. Donc, si je comprends bien, Marc Bélanger, chef du Parti libéral du Québec et premier ministre du Québec, veut faire des entreprises québécoises les rendre prédatrices dans le marché mondial, c'est ça? Donc, qu'elles aillent s'installer ailleurs, qu'elles fassent des acquisitions d'ailleurs, qu'elles puissent, exporter les produits et les services et le savoir-faire québécois à l'international. On peut produire ici, puis on peut envoyer, par exemple, dans des entrepôts, mais je vais aller
je vais parler de la culture, parce que je veux revenir à l'international puis la culture. Mais justement, donc est-ce que c'est bien ce que j'avais compris? Donc, c'est-à-dire qu'il y a comme une volonté oui, c'est sûr que moi, là, l'international est prioritaire. C'est la façon d'enrichir la société québécoise. Donc, une forme de croissance qui se ferait notamment par une exportation significative, une hausse significative des exportations, en mettant à contribution surtout des PME, c'est clair. Donc, je comprends que les PME sont centrales. J'essaye de résumer pour les personnes qui nous écoutent. Ça vous permet aussi de prendre un peu d'air. Mais aussi pour vous amener et faire le lien, oui, avec quelque chose de culturel, voire même interculturel. Vous en avez fait mention. Ah, je suis rendu à te vous voyez, mais bref. Tu en as fait mention en début d'épisode. C'est comment utiliser les réseaux internationaux. C'est-à-dire comment faire profiter les entreprises, les PME québécoises des réseaux à l'international qu'on peut avoir. Puis tu avais fait mention des diasporas. Là, justement, en face de toi aujourd'hui, tu as 2 Québécois d'origine, en tout cas, issus de l'immigration. Lui fait les meilleurs souvlaki en passant. Donc, alors, toi, tu mets aussi de l'accent sur les ressources humaines qu'on peut avoir au Québec, sur comment exploiter ces réseaux à l'international, notamment par des Québécois issus de l'immigration ou qui ont certaines connexions à l'international déjà. Comment est-ce que tu vois ça se développer éventuellement? Là? Ben, la conférence que je donnais dans le cadre de la journée des exportations, c'était... je parlais de l'importance là, des communautés culturelles dans le commerce mondial. Et ce que je mentionnais, c'est qu'on est chanceux au Québec parce qu'on a des diasporas de plusieurs pays à travers le monde. Et vous savez, une entreprise québécoise, une PME, là, qui s'en va, par exemple, au Japon. Elle a un produit. Là, on vend beaucoup du sirop d'érable, mais il y a d'autres types de produits qu'on veut vendre, par exemple, au Japon. Mais je vous donne, parce que c'est un pays qui est loin, que c'est complètement une culture différente. Donc, c'est pas comme l'Europe. Des fois, c'est des marchés qui sont difficiles, mais je vous donne l'exemple là, du Japon. Donc, on est là, puis on se dit, hey, nous autres, on a des produits, on se fait dire, c'est un produit qui pourrait être vendu au Japon, puis pour avoir un intérêt. Si on va voir les gens de la diaspora japonaise au Québec, là, on peut arriver et dire, ben écoutez, est-ce que le produit, il va vraiment bien fonctionner? Y a-t-il des choses dans l'empaquetage? Est-ce que la manière de le présenter? Comment la publicité devrait être faite? Il y a plein de choses comme ça qui peuvent faire en sorte qu'à la base, on est capable d'avoir de l'information sur comment le marché va réagir à l'étranger. Fait qu'au lieu de dépenser énormément d'argent pour aller là-bas, on est capable d'avoir cette information ici. Ensuite de ça, les sites web. Ce que je mentionnais, tu sais, les gens s'en vont à l'exportation puis ils disent, ben, nous autres, nos sites sont en anglais. Mais quand tu arrives au Japon, c'est à 135 millions de population, puis qu'il y en a 5 millions qui parlent anglais, mais si tu fais ton site web uniquement en anglais, ben là, ton marché vient de tomber de 135 à 5 millions. Fait que si tu décides d'investir au Japon, ben fais ton investissement en japonais. Mm-hmm. Et donc, ça, ben, si tu as des Japonais au Québec qui peuvent travailler avec toi, tu peux engager des Japonais à temps partiel pour servir, s'il y a des lignes, un 800. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites qui vont faire en sorte que les diasporas peuvent être mis à contribution. Puis le réseau de contacts, parce que quand on s'en va dans un pays étranger, des fois, c'est de se faire ouvrir la porte par des gens. Fait que là, il y a tout ce relationnel à l'international qui, tu vois. Fait que c'est une richesse qu'on a d'avoir des diasporas aussi importantes au Québec, à Montréal. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut utiliser les communautés culturelles qu'on a dans la région de Montréal, dans le Grand Montréal, pour être capable d'amener les entreprises à l'exportation à être... Alors, comment un gouvernement de Marc Bélanger peut permettre ça? Parce que, en fait, je comprends exactement ça. D'ailleurs, les Américains le font très, très bien, depuis longtemps d'ailleurs. Mais je vois encore mal comment le gouvernement peut faciliter ça. Ou c'est quoi le rôle du gouvernement dans cet objectif-là? Ben naturellement, il y a les chambres de commerce. Il y a
c'est pas toujours une question d'argent en passant. Là. Quand on parle du gouvernement, là, on peut être facilitateur au niveau des banques de données. Puis c'est la même chose au niveau des régions. Des fois, l'expertise dans les régions, quand on fait de l'exportation, on est une PME, ben, ça prend des spécialistes comme moi en fiscalité internationale ou en commerce international, mais ils ne sont pas nécessairement partout. Mais c'est de faire en sorte qu'on va mettre en place les éléments nécessaires pour être capable de rendre accessible. Donc, on va demander, par exemple, aux chambres de commerce, écoutez, on a une vision, cette vision-là, puis on va investir avec vous autres les ressources naturelles, les ressources financières, pardon, pour être capable de mettre en place tout ce réseau. Mais c'est toute une question, encore une fois, là, de réflexion. Je peux donner un exemple. Quand je parlais de l'incapacité ou de la difficulté pour les entreprises d'avoir le financement pour amener de l'inventaire à l'étranger, bien, peut-être que le gouvernement du Québec pourrait se dire, bien, il y a peut-être dans certains marchés qu'on pourrait avoir des entrepôts que le gouvernement mettra en place. Et là, tu aurais les entreprises qui pourraient aller entreposer des biens. Tu sais, ce genre de mesures-là de regroupement. Mais naturellement, vous comprendrez là, que j'ai des idées, puis j'ai une plateforme. Puis naturellement, l'international est important. Ça fait que je vais me garder une petite gêne sur des mesures très spécifiques avec le temps. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Là, j'ai beaucoup d'idées sur l'international. Puis il faut faire... Puis ça, c'est très important. Puis c'est le message que je veux envoyer. L'international, c'est pas une question des grandes entreprises, c'est une question des PME qui sont un peu partout. Puis les gens dans toutes les régions du Québec, ils vont s'en apercevoir. Là, il y a des entreprises de chez eux qui font de l'exportation. On avait dans Vallée de la Matapédia des entreprises qui faisaient de l'exportation dans le domaine des motos. Et donc, vous en avez partout des petites entreprises qui font de l'exportation. Puis il y a une chose aussi que je veux rajouter par rapport à l'enrichissement par l'international. Naturellement, on peut avoir la vente à l'étranger, faire des profits, mais il y a aussi des revenus qu'on peut générer par des gens qui vont venir au Québec. Tout l'aspect du tourisme. On est chanceux, on a une nature incroyable au Québec. Il faut falloir la préserver, il faut la rendre accessible, puis il faut avoir une stratégie aussi de développement. Et donc, vous regardez la Gaspésie, quand il y a eu le COVID, les Québécois, il y a beaucoup de Québécois qui ont fait le tour de la Gaspésie, puis ils se disaient hey, c'est incroyable la nature qu'on a, c'est incroyable comment on est chanceux d'avoir ça. Bien, imaginez-vous qu'il y a beaucoup de gens à travers le monde qui rêvent d'avoir des endroits comme le Québec. Moi, quand je voyage, là, quand j'ai la chance avec mes enfants de trouver un lac où je peux me baigner à l'étranger, là, c'est comme le summum du voyage. Mais moi, là, j'arrive à Matane, je me baigne dans la rivière Matane, puis à chaque fois, je me dis, je peux bien faire le tour du monde, mais ici, là, j'ai ce qu'il y a de plus beau. Mais les gens à l'étranger, là, il faut être en mesure de préserver notre nature, mais de s'assurer aussi de la vendre à l'étranger pour que les gens viennent investir. Puis il y a des gens qui sont prêts à payer extrêmement cher pour aller faire du skidoo dans le Grand Nord québécois. Donc, il y a tout cet environnement-là au niveau du tourisme qu'il faut nécessairement aussi développer. Je veux qu'on parle rapidement des régions parce que avec l'élection de 2018 et avec l'élection qui a suivi en 2022, on a vu un peu la popularité du Parti libéral du Québec un peu disparaître des régions. Et premièrement, on sait tous qu'il y a une disparité entre les régions et les grandes villes, mais je me pose la question, comment est-ce que le prochain chef du PLQ, potentiellement le prochain premier ministre, peut connecter encore ou à nouveau avec ces régions-là? Qu'est-ce qui manque au PLQ pour aller pour connaître du succès encore dans les régions qu'on... Tu sais, quand on a commencé, on avait quand même une présence bien établie là, dans les régions. Ben, ce qui manque au Parti libéral, c'est un chef comme moi. Parce que moi, je vais connecter avec les Québécois. Vous savez, c'est drôle parce que actuellement, Pascal Bérubé, là, c'est un gars de Matane, il me connaît très bien. Et je peux vous garantir que Pascal Bérubé, actuellement, avec le Parti québécois, là, la dernière personne qui veut l'avoir, c'est Marc Bélanger.
je peux vous garantir que je suis la personne qu'ils ne veulent pas avoir dans leurs pattes. Et à votre avis, c'est qui la personne qui voudrait voir? Non, je vous ferai pas ça. Répondez pas. C'était juste pour faire une petite blague. Non, mais alors, c'est intéressant parce que, regardez, à un moment donné, la politique, il y a aussi une dimension mathématique. Hein? On parle de 27 circonscriptions sur l'île de Montréal. Évidemment, il y en a 5 à Laval, il y en a 23 en Montérégie. Mais d'une manière générale, on peut dire qu'il y en a 98 à l'extérieur de Montréal. Donc, les élections au Québec, ça se gagne pas à Montréal, ça se gagne à l'extérieur. Il faut reconnecter avec les régions. Alors, oui, assurément, tu as un profil de quelqu'un qui vient des régions, qui a œuvré à diverses places au Québec, là, en Gaspésie, au bas du fleuve, à Montréal, dans la couronne nord, dans le coin de l'Outaouais aussi. Mais est-ce que ça prend juste ça ou ça prend un discours en plus? Alors là, je t'ai entendu tout le long. Tu as un discours qui est axé sur les PME en région, comment les aider à croître, à aller chercher des marchés jusqu'à l'international, etc. Mais est-ce que tu penses que les régions, c'est juste comment dire, une vision large qui recherche, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus local? Parce qu'on a souvent entendu le fait que la réalité d'une région à une autre pouvait être très différente. Et de plus en plus, on entend que les régions, elles veulent plus, c'est-à-dire les acteurs des régions, parce que ça ne veut rien dire les régions, mais les acteurs des régions, ils veulent plus d'une vision globale, ils veulent une vision à laquelle ils peuvent, comment dire, adhérer, s'accrocher. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de plus qu'une vision globale à leur offrir? Il y a plein d'éléments pour gagner le cœur des régions. Puis quand je parle des régions, là, naturellement, il y a la région de Montréal, il y a les grands centres, il y a les régions intermédiaires, puis il y a les régions rurales. Moi, je vais aller dans la question des régions rurales, là, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie. Puis ça s'applique aussi, mais à moindre niveau, à un niveau différent dans les régions intermédiaires. La première des choses, c'est bizarre, là, mais la sincérité, c'est une clé exceptionnelle en politique. Puis je pense vraiment que le gouvernement Legault, là, M. Legault, il a perdu complètement sa connexion avec les Québécois quand il a parlé du troisième lien, puis que la population se sont aperçus que finalement, il changeait d'idée pour des fins électoralistes. Mm-hmm. Et ça a tué complètement. Les Québécois ont débarqué du train de la CAQ avec ce changement, parce que là, ils se sont aperçus que c'est un gouvernement qui n'est pas là pour les bonnes raisons. Il ne prend pas les décisions en fonction de la bonne décision. Ils prennent ça en fonction de l'électorat. Donc, une des clés importantes, c'est d'avoir quelqu'un qui agit avec conviction. Quelqu'un là, que la population va l'écouter puis se dire, hey, lui, là, ce qu'il dit, il pense vraiment. Puis on sait où il s'en va, puis on sait qu'est-ce qu'il va faire, avant même qu'il l'ait fait. La deuxième chose, c'est la vision. Les politiciens, malheureusement, pour la plupart, pour une grande partie, ont un manque de vision. On voit pas le futur. On voit pas comment ils voient demain. Puis, je vais vous dire, actuellement, là, ce qu'il y a comme débat, là, c'est la question des dépenses. Parce qu'il y a dans le quotidien des gens, là, ils ont des problèmes à plein de niveaux, là, dans le logement, le coût de la vie, etc. Mais le politicien, il faut, en plus de travailler avec ces problématiques-là, puis de traiter ces problématiques-là, doit avoir une vision, doit se projeter dans le futur. Et les gens, ce qu'ils s'attendent, c'est de voir demain meilleur qu'aujourd'hui. Les péquistes, pendant longtemps, ont fonctionné avec un pays, puis cette vision, puis là, ça faisait rêver les gens d'avoir un pays. Nous autres, il faut arriver avec une vision, puis dire, écoutez, demain, là, ma vision, on va amener le Québec où? Mais moi, ma vision, elle est claire.
c'est une vision sur l'international. Moi, je veux amener le Québec ailleurs. Je veux dire que dans toutes les régions du Québec, il va y avoir des retombées parce que les ressources naturelles, ils vont être développées pour et par les Québécois. Parce que je ne veux pas qu'on laisse des régions... tu sais, je vous donne l'exemple de l'Outaouais. C'est pas normal qu'on ait 350 000 de population, 400 000 de population, puis qu'il n'y ait pas une autoroute 4 voies qui relie l'Outaouais. Et ça, là, c'est une vision de développement qui est équitable dans chacune des régions. Puis moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse des plans de développement avec les régions. Parce que les régions ont chacun leurs caractéristiques et on va s'asseoir. Moi, je suis surpris quand on arrive et on dit dans la région de Québec, par exemple, il est où votre plan dans les 15 ou 20 prochaines années? Comment vous voyez le développement? Et là, les gens disent, non, on n'a pas vraiment de plan. Mais c'est ça la première étape, c'est de faire du plan de développement. Puis je vous donne l'exemple, puis je me permets, là, je suis chaud du coq à l'âne, mais cette vision du futur, puis cette vision de comment on pense. Ici, on est dans la région, l'autoroute 30. Bien, l'autoroute 30, là, les gens parlent de développement, puis on voit que les entreprises viennent s'établir, les entrepôts viennent s'établir ici, puis bon, ils s'en vont sur l'île de Montréal, portez bien. Et là, on regarde l'autoroute 30, qui est une 2 voies. Partout dans le monde, quand on est dans les grandes villes, on a du 3, 4 voies pour faire la circulation. Juste à voir Toronto, d'ailleurs. Oui, c'est exactement ça. Et là, nous, on se retrouve dans des situations où on ne pense pas à l'investissement au niveau économique. On a des vannes qui partent des Maritimes, qui s'en vont vers Toronto, qui arrêtent à Montréal, puis on arrive ici avec des bouchons d'étranglement. C'est incroyable de ne pas avoir de vision de développement. Et donc, moi, par rapport aux régions, ça prend quelqu'un qui est crédible. Puis la crédibilité, là, c'est que les politiciens tout le monde dit ça. Hey, c'est super important, les régions. Ils disent ça juste avant les élections, puis après ça, quand arrive 4 ans plus tard. Plus tard, ils reviennent. Mais moi, là, c'est dans mon ADN. Les régions, c'est dans mon ADN. Moi, la journée que je suis élu, là, les gens des régions vont savoir que je vais penser aux régions, que je vais réfléchir aux régions, puis que les régions vont être là tout le temps dans ma tête. Alors, je ne ferai pas le lien région là-dessus, mais je veux quand même qu'on aborde la question de notre capitale nationale. Notre capitale nationale, c'est un symbole fort. Elle est importante. Tout le monde aime Québec, y compris les gens de Montréal. Moi compris d'ailleurs, j'adore Québec. Québec, il y a eu beaucoup de discussions sur... bien sûr, le 3e lien, mais sur les transports d'une manière générale. On a parlé au fil des années, bien sûr, d'un tramway, pas de tramway, tramway, pas de tramway, SRB, pas SRB, on revient au tramway, pas de tramway. Et le 3e lien, est-ce que c'est autoroutier, pas autoroutier? Est-ce que c'est un pont? Est-ce que c'est un tunnel? Est-ce que... Bref, qu'est-ce que tu vas proposer aux gens de la Rive-Nord et de la Rive-Sud à Québec? Ça, c'est super intéressant parce qu'on parlait des médias traditionnels tout à l'heure, au début de l'entrevue. Et naturellement, ils te mettent un micro. Puis moi, c'est drôle parce que je pars puis je leur parle pendant 15 minutes de temps. Puis là, ils me disent, Monsieur Bélanger, ça marche pas. Il faut que vous coupiez pour être Donnez-nous capable, 5 secondes. Ouais, donnez-nous 5 secondes. Puis là, après ça, ils te posent la question sur le projet de loi 96. Puis ils disent, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, ils veulent que tu résumes en 5 secondes ou en 10 secondes. C'est incroyable. Puis le 3e lien, c'est la même affaire. Ils nous ont posé la question, dites-nous votre vision. Le Soleil a demandé, dites-nous votre vision en 40 mots. Puis là, moi, ma gang, on dit, tu dépasses pas le 40 mots, mais là, essaie d'expliquer ta vision. Mais là, j'ai du temps, je vais vous expliquer. Bienvenue sur un podcast. Oui, ça, en passant, aux États-Unis, lors de la dernière campagne, on a vu l'importance des podcasts. Et moi, je vais vous dire, je pense sérieusement que ça va être très bénéfique pour les échanges au niveau des idées, puis de faire comprendre, puis de connaître les gens. Bon, par rapport au 3e lien, moi, je suis encore un peu déçu par rapport à toutes les analyses qui ont été faites parce qu'on n'a pas... Quand je vous parlais du plan dans 15 ans, moi, j'ai pas vu, j'ai pas senti que
le 15 ou 20 ans, là, il était présent dans la discussion. On s'est pas projeté dans le futur. Puis moi, ce que j'ai dit par rapport au troisième lien, j'ai dit, moi, j'ai pas de problème avec le troisième lien dans ma vision du développement économique. Parce que moi, ma vision du développement économique, je pense au développement de la Gaspésie, je pense au développement du Bas-Saint-Laurent, je pense au développement de la Côte-Nord. Moi, je pense que, par exemple, on regarde Terre-Neuve. Moi, je trouve ça anormal que Terre-Neuve passe par les Maritimes. On devrait s'assurer que Terre-Neuve passe par la Côte-Nord. Ça ferait tout un développement économique. Et moi, là, c'est dans mes plans, c'est de dire on va développer la Côte-Nord. Après ça, vous avez la Beauce, vous avez le centre du Québec. Et Québec, c'est une plaque tournante. Fait que moi, dans ma vision, c'est ce que j'ai dit, dans ma vision du développement du Québec, ça va prendre un endroit où la circulation est fluide, ce qui va faire en sorte de rendre obligatoire l'addition d'un nouveau lien parce que on ne peut pas se permettre, encore une fois, qu'il y ait des vannes ou du transport économique qui soient bloqués pendant des heures dans la région de Québec. Fait que moi, ma vision, la réponse par rapport au troisième lien, c'est une vision long terme de développement. Mais c'est tout est lié à ça. Là. Puis on voit du côté de Lévis, ça se développe énormément. Quand on arrive, encore une fois, on a le Parti libéral, leur position, ils parlent du transport en commun. Encore une fois, moi, ce que je trouve malheureux, c'est qu'actuellement, on est dans un mode où on pense que transport en commun. Et on n'amène pas le transport routier commercial dans l'équation. Et donc, quand on arrive et on dit, OK, bien, on va faire par exemple, il y a un des candidats qui a pris position pour un peu la suite les recommandations, les différentes recommandations qui ont été faites, de dire, on y va avec le transport en commun, un tunnel de transport en commun seulement. Ben moi, là, je me dis, on dépense 4 milliards pour faire ce tunnel-là, et là, dans 10 ans, on s'aperçoit qu'on a développé au niveau économique, puis on se dit, hey, on aurait donc dû faire plus. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on a une vision très court terme, mais pas une vision long terme. On ne peut pas se permettre de dire, ouais, finalement, on aurait dû investir quelques milliards de plus pour faire vraiment un lien qui aurait les automobiles, les camions et aussi du transport en commun. Fait que ma vision est là. Par rapport au tramway, les gens arrivent et disent, on fait le tramway. Moi, ce que j'ai dit aux journalistes, naturellement, qui n'ont pas été repris par les journalistes parce que ma réponse était trop longue, j'ai dit, écoutez, imaginez Montréal où on décide de boucher le métro puis de faire un tramway dans les rues de Montréal. Les gens vont dire, vous êtes complètement malade, ça n'arrivera pas, c'est impossible de faire une affaire comme ça. Mais à Québec, ce que je dis, c'est pourquoi faire un tramway dans des artères qui probablement dans quelques années, dans une dizaine d'années, il va y avoir un achalandage, ça va être trop compliqué. Fait qu'il n'y a pas de vision long terme. Et moi, je regarde dans le monde, à Ottawa, je regarde à Vancouver, je regarde à Paris, il y a des portions souterraines. Il y a des métros, il y a des portions. Fait que moi, je me dis, dans la région de Québec, peut-être qu'on pourrait se poser la question s'il n'y a pas des sections qui devraient être souterraines dans des endroits qu'on sait qui vont être très achalandés et que le tramway ne sera pas une solution viable dans quelques années. Oui, mais là, je pense, en tout cas, de ma connaissance limitée de ce dossier, c'était pas tant à quoi ressemblerait le tramway que le fait que les coûts ont explosé. Donc, moi, je pense que c'est plus une question de coût. Et là, forcément, quand tu creuses, ça coûte plus cher que lorsque tu es juste sur rail. Là, tu prends une portion de je sais pas moi, de Grande Allée et du chemin Sainte-Foy, etc. Là. Grande Allée, c'est un peu étriqué, mais enfin bref. Donc, est-ce que... et la question, elle est là aussi. C'est est-ce qu'on a les moyens de le faire? Ça, encore une fois, là, quand on regarde à travers le monde, là, tout le monde investit massivement dans leurs infrastructures. Là, c'est un choix de société qu'on se dit, regarde, nous autres, là, on ne va pas se développer puis on ne fera pas ce qui est nécessaire pour penser à demain.
Ouais. Puis ce qui coûte plus cher aujourd'hui, si on fait un tramway puis on paye plusieurs milliards, puis qu'on s'aperçoit dans 10 ans que c'était pas la bonne solution, on n'est pas plus avancé, là. On le voit sur nos routes. Nos routes, ils sont pas toujours faites comme ils devraient, puis on est obligé de les refaire et les refaire. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix stratégiques par rapport à la logique de ce qu'on veut atteindre à long terme. Puis par rapport à... Là, je vais m'en aller dans un autre sujet, là, mais il faut que j'en parle parce que c'est lié, les coûts, c'est lié à la capacité de faire des infrastructures correctement. Moi, je suis à Deux-Montagnes. À Deux-Montagnes, là, vous avez le train de banlieue. Train de banlieue, 32 km pour se rendre au centre-ville. Ça fait 5 ans qu'il est fermé. Mais parce qu'il y a le REM qui s'en vient, non? Non, mais on a pris la ligne qui existe et on la transforme pour faire le REM. 5 ans. Ça fait 5 ans que les gens qui sont sur la couronne nord, là, qui sont privés du train de banlieue pour faire l'équivalent de 32 km. Le métro de Montréal, dans son ensemble, a pris 4 ans et demi. On peut-tu commencer à se poser des questions au Québec puis se dire, il y a peut-être un problème de faire une réflexion d'une ligne de 32 km, prendre 5 ans le faire avec toutes les problématiques que ça amène du côté nord, puis le métro dans les années 60. Le pont Hippolyte-Lafontaine, ça va avoir pris plus de temps le rénover que de l'avoir construit. Oui. C'est fou, là. Et là, on parle des... Puis là, il y a un problème au niveau de l'explosion des coûts. On a fait sur la Côte-Nord 7 km de route. Ça a coûté 307 millions. Puis ils ont fermé les yeux, ils se sont dit, bon, ça, c'est normal. La CAQ a fait le chèque, puis ils se sont dit 7 km d'autoroute, nous autres, on a 307 millions. Quand, je ne veux pas rentrer dans le détail, puis comment ça aurait dû coûter, mais le problème, c'est sûr qu'il y a de l'aberration. Et là, naturellement, on peut décider de dire on va aller à l'international. Parce que vous avez... les spécialistes des ponts, par exemple, les Français, là, ils construisent des ponts partout à travers le monde. Ils ont une grosse expertise. Puis là, tu dis, est-ce que j'emmène les Français venir? Naturellement, mon côté nationaliste, ça me dérange beaucoup. Mais je serais peut-être prêt à engager des expertises internationales pour faire l'évaluation de nos projets au Québec. Ça serait une première étape. Ouais. De dire, écoutez, c'est-tu vrai que ça coûte 7, 8, 9 milliards faire ce genre de projet-là. Ouais. Il y a un dernier sujet dans mon cas que je voudrais aborder parce qu'en fait, on pourrait parler pendant des heures et des heures, mais on ne peut pas aspirer à diriger le Parti libéral du Québec et ne pas parler ou ne pas parler de finances publiques. Alors, c'est sûr que le Parti libéral du Québec, historiquement, c'est toujours... proclamé comme étant le parti de l'économie. Et les finances publiques, ça fait partie de l'économie parce que c'est le contexte aussi dans lequel on est. Tout le monde s'accorde à dire, quand je dis tout le monde dans les personnes qui prétendent devenir chef du Parti libéral du Québec disent que c'est important de revenir à l'équilibre budgétaire. Avec en plus tous ces projets-là qu'on veut réaliser, le troisième lien, le tramway à Québec, tout ce qu'il y a à faire au niveau infrastructure et transport dans la grande région de Montréal aussi. Puis là, on est en train de compter en dizaines de milliards de dollars. Comment on fait pour équilibrer un budget avec autant de projets et d'investissements dans les infrastructures qui n'enlèvent rien? Ma question n'enlève rien à l'importance, bien sûr, d'investir dans les infrastructures, mais je veux juste essayer de comprendre la mécanique de comment on y arrive. C'est une excellente question. Puis, naturellement, il y a deux aspects. Il y a le court terme, puis il y a le long terme. Là. Le court terme, c'est sûr qu'il y a des choix à faire pour faire en sorte que la population, on va aider la population. Ça, c'est sûr. Fait que la question des finances publiques, là, il y a ce premier aspect-là. On ne peut pas du jour au lendemain dire on serre la vis et au détriment de la population. Donc, il y a comme une transition à faire. Mais la réalité, là, c'est que
on le sait qu'il y a des problèmes au niveau des infrastructures, on le sait qu'il y a des problèmes au niveau des logements, on sait que ça va coûter extrêmement cher pour avoir le moyen. Fait qu'on n'a pas le choix de travailler sur les revenus. Et c'est là-dessus que moi, j'axe et je mets l'importance parce que l'augmentation des revenus de l'État, ça sera par l'enrichissement du Québec, puis je pense que ça passe par l'exportation. Donc, moi, je veux travailler en parallèle à l'enrichissement du Québec. Mais oui, il y a une transition. Puis vous savez, la question des infrastructures, c'est toujours une question. Puis moi, je regarde le budget du Québec, c'est peut-être un peu cliché, là, mais tu regardes le budget d'un individu qui est là, puis on ne devrait pas agir différemment par rapport au Québec. Quand tu décides de t'acheter une maison ou tu décides d'acheter un bien qui va te servir, une auto, tu as différents types de dépenses. Tu as l'épicerie, tu as l'auto qui va te servir pendant une certaine période de temps, mais qui va arriver. Puis après ça, il y a la maison qui, elle, va même prendre la valeur. Donc, moi, je pense qu'il faut regarder les dépenses courantes, les dépenses dans les services directs à la population. Puis après ça, il y a les services d'infrastructure. Mais les services d'infrastructure, c'est des choses qui vont être, si c'est payant, à long terme, on ne doit pas s'empêcher de faire ces investissements-là. Donc, c'est vraiment une balance. Pour répondre à la question, naturellement, je vais décortiquer les dépenses, le budget, puis je vais les regarder au fur et à mesure que la campagne au leadership va arriver, puis je vais faire des choix stratégiques. C'est sûr que ce matin, je ne suis pas encore à cette étape-là parce que je regarde ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, mais il y a toujours un principe. Il faut regarder aussi la génération de revenus, puis qui paye quoi. Puis quand je regarde les ressources naturelles, par exemple, je me pose la question, est-ce qu'ils payent suffisamment au niveau des ressources naturelles? Parce qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'entreprises qui font de l'argent avec les ressources naturelles, mais je me pose sérieusement la question, est-ce que finalement on charge assez cher? Puis je vais vous donner l'exemple, quand il y a eu la campagne avec Alexandre Cusson, on avait eu la discussion, la question de la nationalisation de l'eau. Les discussions, c'était avec Alexandre. On avait discuté, puis on a décidé d'aller de l'avant avec ça. On a pris une décision. Donc, et la CAQ, par la suite, ont décidé de faire une augmentation. Là, Donc, il y a tout cet aspect-là à regarder. Mais oui, c'est un sujet qui est complexe et difficile. Mais ma vision, c'est une vision qui est... Je ne suis pas un dépensier, je ne ferai pas ce que d'autres gouvernements, dans d'autres paliers de gouvernement font, dépenser énormément d'argent. Je pense qu'il faut être raisonnable puis de le faire en transition. Peut-être une dernière question avant de quitter. Je ramène ça au Parti libéral du Québec. Il y a la campagne au leadership. Officiellement, c'est commencé, mais la date, c'est au mois de janvier. Juste une question pour vous. À quoi vous avez hâte? C'est quoi le plan d'ici le début officiel, si on veut, de la campagne jusqu'au mois de juin? Peut-être un message aux militants, puis aux électeurs en général? La première des choses, c'est que la course, c'est long. Il va y avoir plusieurs mois. Fait que je dis aux gens, soyez patients. Soyez à l'écoute, écoutez chacun des candidats, voyez leurs forces, leurs faiblesses, voyez les plateformes avant de prendre votre décision. Puis, ultimement, la décision qui est à prendre par les membres, c'est quelle est la personne qui a le plus de chances de remporter les prochaines élections, qui a le plus de chances de rebâtir un parti partout dans le Québec, parce que c'est exactement ça. Ça prend quelqu'un qui va être connecté dans les régions et qui va bâtir des équipes de bénévoles un peu partout dans la province. Donc, c'est un travail de longue haleine. Moi, c'est sûr que je vais exposer, j'ai beaucoup d'idées. Vous comprenez que moi, je suis un gars de contenu. J'ai travaillé pendant des années derrière des gens, en réalité. Moi, je poussais des idées aux gens, mais là, aujourd'hui, je veux les présenter à la population. Je vais le faire. Et je ne m'inquiète pas trop que... J'ai pris la décision là, de me présenter, c'est parce que j'avais l'intime conviction que j'étais capable de présenter quelque chose de solide à la population et aux membres pour faire en sorte de leur démontrer que je vais être le prochain premier ministre du Québec. Marc Bélanger, on te souhaite bonne chance. Peut-être qu'on aura d'autres occasions à te revoir. Merci à tout le monde qui nous suit. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Suivez Marc Bélanger sur ses réseaux sociaux. Restez à l'affût de tout ce qui va se faire dans sa campagne. Quelque chose d'autre, Salim?
Non, merci à Marc pour son temps. Et effectivement, bonne chance pour la suite. Et nous, on va se revoir la semaine prochaine. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode.